Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette première partie sur la Révolution française, nous nous demanderons en quoi la Révolution française est une étape vers la conquête des libertés. Alors, au XVIIIe siècle, en France, la société d'Ancien Régime est une société inégalitaire. De fait, la loi ne s'applique pas à tous de la même façon. Ainsi, la société est divisée en trois ordres. Tout d'abord, le tiers-État, qui regroupe 98% de la population, mais ne dispose d'aucun privilège ni d'aucun droit, contrairement aux deux autres ordres que sont la noblesse et le clergé. De plus, le roi dispose de tous les pouvoirs sur les Français. Ainsi, les Français sont considérés comme des sujets et non comme des citoyens. La Révolution française va connaître l'influence des philosophes des Lumières. Face à cette société monarchique et inégalitaire, s'élèvent des philosophes appelés philosophes des Lumières comme Diderot, Rousseau, Voltaire ou Montesquieu. Ces derniers critiquent l'intolérance religieuse, les privilèges de la noblesse et du clergé, les inégalités ou encore l'absence de liberté. Pour ces philosophes, la compréhension du monde passe non par la croyance, mais par la raison, c'est-à-dire la faculté grâce à laquelle les hommes et les femmes peuvent réfléchir, juger et décider par eux-mêmes. Ces idées nouvelles vont influencer et jouer un rôle essentiel dans le déclenchement des révoltes et des révolutions. La Révolution française sera aussi influencée par la Révolution américaine. À la fin du XVIIIe siècle, les 13 colonies britanniques au nord-est de l'Amérique se révoltent contre les taxes à payer. Les insurgés protestent aussi car ils n'ont pas de représentants au Parlement de Londres. En 1776, les colonies d'Amérique proclament leur indépendance et deviennent les États-Unis. George Washington, à la tête des insurgés, mène une guerre contre l'Angleterre et deviendra le premier président des États-Unis. Cette révolution américaine va susciter un grand enthousiasme en France. Elle sera donc un événement fondateur. Revenons en France. En 1789, le pays connaît une grave crise économique et sociale. La guerre en Amérique a plombé le royaume. De plus, les impôts que seul le tiers-État paye ne cesse de s'intensifier et écrase le peuple. Enfin, le prix du blé ne cesse d'augmenter. Le peuple a donc de plus en plus de mal à se nourrir. Afin de régler les problèmes financiers du pays et de proposer des réformes, le roi Louis XVI décide d'organiser une assemblée extraordinaire réunissant les trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-État. Cette assemblée est appelée les États généraux. Le 5 mai 1789, au château de Versailles, ces états généraux ont lieu. Les trois ordres sont amenés à voter des solutions face à la crise économique et sociale. Mais les dissensions arrivent vite. Lorsque Louis XVI convoque les représentants du peuple, soit environ 1200 députés, le mode de scrutin donne un vote par ordre. Un pour la noblesse, un pour le clergé, un pour le tiers-État. Mais avec 578 députés, le tiers-État possède la majorité des représentants. Il trouve donc injuste le vote par ordre. Avec ce mode de scrutin, la noblesse et le clergé, qui votent le plus souvent ensemble, sont à coup sûr de gagner de 2 voix contre 1. Dans ce contexte, le tiers-État qui représente le plus grand nombre est toujours perdant. Dès lors, de nombreux députés, représentants du tiers-État, se révoltent. Ils souhaitent que soit formée une assemblée constituante. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Louis XVI est vite dépassé par les événements. Le tiers-État finit par remporter la bataille. Les États généraux sont dissous et un mois plus tard, le 20 juin 1789, les élus du tiers-État organisent une nouvelle assemblée, l'Assemblée nationale constituante. On l'appelle constituante parce qu'elle a pour objectif de rédiger une nouvelle constitution, c'est-à-dire une nouvelle organisation des pouvoirs. Dans ce cadre, chaque représentant, chaque député du peuple a une voix. Donc le tiers-État est représenté à sa juste valeur. La souveraineté n'est plus détenue par le roi, mais par l'Assemblée, représentante de la nation. Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent
jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille par les Parisiens montre que le peuple est aussi entré dans la révolte. C'est le début d'une révolution qui va transformer la France et l'Europe. Dans la nuit du 4 août 1789, les membres de l'Assemblée constituante décident d'abolir les privilèges. En une nuit, une révolution sociale est accomplie. Dites au peuple que vous reconnaissez l'injustice de ses droits acquis dans des temps de ténèbres et d'ignorance. Notre collègue breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. L'Assemblée nationale continue ses travaux et vote la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789. Cette déclaration affirme de nouveaux principes politiques et sociaux inspirés des Lumières. Ainsi, elle établit de nouveaux droits, comme la liberté d'expression, la liberté de presse, l'égalité des individus, l'égalité devant l'impôt. Les principes de liberté et d'égalité sont donc affirmés dans cette déclaration, dont on peut lire à l'article 1er « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Dès lors, les Français sont des citoyens. Cette déclaration des droits de l'homme trace les grandes lignes de la future Constitution, ne laissant au roi qu'un pouvoir très limité. En outre, comme les Français n'avaient précédemment que des devoirs, on proclame désormais leurs droits. De sujets du roi, ils deviennent maintenant des citoyens. Ces droits ne sont pas réservés qu'aux seuls Français. Ils appartiennent à tous les hommes. La Révolution française a donc un caractère universel. Cette déclaration va donner naissance à une nouvelle constitution. Ainsi, 2 ans plus tard, en 1791, plus exactement le 3 septembre 1791, l'Assemblée vote une première constitution
fondée sur la séparation des pouvoirs, telle que le souhaitaient les philosophes des Lumières. La France devient alors une monarchie constitutionnelle. Monarchie car le roi reste en place, constitutionnelle car la Constitution limite les pouvoirs du roi. Ce dernier garde uniquement le pouvoir exécutif. Quant au pouvoir législatif, qui a pour rôle de surveiller le pouvoir exécutif et de voter les lois et le budget de l'État, il est entre les mains de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire entre les mains des députés élus par le peuple. Enfin, le pouvoir judiciaire, qui a pour rôle de contrôler l'application de la loi et de sanctionner son non-respect, est entre les mains de juges directement élus par le peuple. Néanmoins, cette constitution connaît certaines limites. Tout d'abord, le suffrage est censitaire, c'est-à-dire que seuls ceux qui possèdent les moyens financiers d'acheter leur droit de vote peuvent être des électeurs. Ensuite, il est directement inscrit que les femmes et les pauvres en sont exclus. Il faudra encore 153 ans de révolte et de lutte pour que le mode de scrutin tel que nous le connaissons aujourd'hui voie le jour. Merci de votre écoute et bonne journée à vous.